cadre de l'UE optionnel, nous nous sommes rendus à l'hôpital privé Pays de Savoie à Annemasse, où nous avons pu rencontrer et interviewer différents professionnels de santé qui sont membres de l'association PANACH. Et ceci afin de mettre en lumière l'importance et les enjeux de l'activité physique adaptée, la nutrition et la gestion de la douleur dans la prise en charge de patients atteints de cancer. Charlotte, une infirmière référente douleur. Mais aussi Manon, une enseignante en activité physique adaptée. Encore Célia, médecin nutritionniste et membre fondatrice de l'association PANACH. Et enfin, Vulfran, médecin oncologue et cofondateur de l'association PANACH. Donc moi je suis le docteur Laurel Linares, Célia, je suis médecin endocrinologue nutritionniste. Donc j'exerce l'endocrinologie classique et je prends en charge les patients qui souffrent d'obésité sévère, mais également les patients qui souffrent de dénutrition et dans le cadre notamment d'un cancer. J'interviens sur les relations ville-hôpital pour la gestion de la dénutrition des patients et je coordonne l'équipe ici de diététique pour la prise en charge des patients et ce qui permet d'accroître les possibilités thérapeutiques à terme. Donc, je suis présidente de l'association PANACH, qui est une association loi 1901 que l'on a fondée en décembre 2019, donc il y a 5 ans aujourd'hui, et qui avait pour objectif de mettre en place de l'activité physique adaptée pour les patients souffrant de maladies chroniques. Donc, sachant que ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc, on lève des fonds pour permettre de l'activité physique adaptée pour les patients malades. Moi, je suis le docteur Vulfran Cacheux, donc je suis oncologue médical. Je m'occupe principalement des cancers urologiques, des cancers digestifs et des cancers gynécologiques et du sein. Je suis membre fondateur et trésorier de l'association PANACH. Donc, en tant que médecin oncologue et médecin nutritionniste, quel est l'intérêt d'avoir fondé l'association PANACH ? Parce qu'il n'y avait pas de moyen de prendre en charge les patients d'un point de vue de l'activité physique. Donc on les prend en charge d'un point de vue nutritionnel, d'un point de vue oncologique, mais il manquait les solutions pour maintenir la masse musculaire, pour maintenir cette activité physique qui a des bienfaits pendant la maladie et après la maladie pour garder et conserver un bon état général. Donc aujourd'hui, dans notre pratique, en fait, quand on voit un patient qui souffre de ces maladies, on leur propose les soins de l'association PANACH. Donc on rédige une prescription d'activité physique adaptée. On organise un premier bilan pour le patient, pour qu'on voit aussi s'il se sent en confiance avec les éducateurs en activité physique adaptée. Et on lui propose différents types d'activités. La majeure partie des patients choisissent de faire de l'activité physique en petits groupes, donc ils sont 3 à 4, et d'autres vont choisir ou compléter par la marche nordique. Et encore d'autres vont s'initier à la randonnée, et il y a 2 randonnées par mois proposées par l'association PANACH. Tout ça, bien sûr, on le fait parce que c'est démontré scientifiquement, d'accord ? On sait que l'activité physique améliore la qualité de vie des malades, maintient la masse musculaire, et quand les patients n'ont pas de sarcopanie, c'est-à-dire une régression de leur masse musculaire, ils tolèrent mieux les traitements. Et puis c'est un facteur de bon pronostic aussi. Et bien sûr, il est difficile d'envisager une activité physique sans un support nutritionnel adapté, d'où la nécessité de rajouter l'assistance nutritionnelle ou l'accompagnement nutritionnel, sachant que des patients bien nutris, on va dire, ont aussi une meilleure tolérance des traitements contre le cancer, une meilleure qualité de vie et un pronostic meilleur. Je vois un petit peu la question qu'on voulait vous poser. En quoi l'alimentation peut-elle influencer l'évolution d'un cancer et l'évolution et l'efficacité surtout des traitements ? La dénutrition est un facteur de mauvais pronostic et est un facteur de mauvaise tolérance des traitements contre le cancer. Donc maintenir un bon état nutritionnel permet de donner aux patients une meilleure qualité de vie et un meilleur pronostic. D'aller plus loin dans les traitements par chimiothérapie. Et bien sûr, l'état musculaire est corrélé à l'état nutritionnel, parce que bien sûr, quand on est dénutri, ce qu'on perd en premier, c'est sa masse musculaire. Donc il faut absolument maintenir cette masse musculaire. Alors, tous les patients ne souffrent pas de dénutrition.
L'une de nos batailles aussi, c'est de lutter contre des idées reçues ou les idées de chacun concernant l'alimentation et la maladie oncologique. Bien évidemment, c'est un facteur que chacun souhaite maîtriser quelque chose dans leur maladie. Et certains peuvent penser qu'il faut pratiquer le jeûne, qu'il faut enlever tous les glucides, manger moins parce qu'on nourrit la maladie. Donc avant même de parler de dénutrition, déjà il faut parler bon sens, il faut se nourrir, parfois manger plus de protéines, plus de calories pour garder la forme. Et en aucun cas on ne nourrit la tumeur et on n'a pas d'éléments scientifiques qui permettent de l'envisager. D'autant plus que le patient en cancérologie est dans un état hypercatabolique où il consomme beaucoup d'énergie. Ses défenses immunitaires travaillent tous les jours pour circonscrire le cancer, donc ça demande des énormes apports caloriques. Et donc il est en péril calorique. Et donc si on commence à faire des régimes restrictifs, c'est la catastrophe. On a justement la chance d'avoir des équipes avec des diététiciennes, des APA, qui vont aller rencontrer les patients plusieurs fois lors de leur suivi pour justement leur enseigner les choses qui vont être bénéfiques pour eux. Ce n'est pas un aliment ou un nutriment, en fait, c'est un régime alimentaire et surtout une hygiène de vie, en fait. Donc c'est beaucoup plus global que ça. Aujourd'hui, on parle beaucoup des médicaments antioxydants, tout ça, mais il n'y a aucune étude aujourd'hui pour démontrer qu'ils ont un intérêt, en fait. Donc c'est vraiment une hygiène de vie, un mode de vie avec un régime alimentaire adapté qui permettra de prévenir le cancer, en sachant qu'il faut bien sûr aussi éliminer tous les carcinogènes que l'on consomme, l'alcool, le tabac. Et donc tout ça c'est crucial entre guillemets. Et on a beau avoir un bon régime alimentaire, faire 20 heures de sport par semaine, si on fume un paquet de cigarettes par jour, on n'a pas de réduction des cancers ou du risque de cancer lié au tabac. Et la deuxième partie de la question, c'est pendant la maladie. Pendant la maladie, il faut maintenir l'état nutritionnel. C'est la priorité. Donc les gens pendant la chimiothérapie peuvent avoir une altération du goût, des envies, des blocages, des dysphagies, ils peuvent ne pas pouvoir manger comme ils veulent. Nous, à tout prix, on fait ce qu'il faut pour qu'ils maintiennent leur masse musculaire à n'importe quel prix. C'est-à-dire que s'il faut qu'ils mangent 200 grammes de charcuterie par jour pour avoir des protéines, c'est pas ce qu'on a mangé pendant les mois de chimiothérapie par rapport au camion de nourriture qu'on a mangé pendant la vie qui va changer l'évolution. Puis on n'est plus dans la prévention d'avoir le cancer, on est dans la prévention de la dénutrition. L'événement il est là, maintenant il faut le traiter, et on est plus dans la prévention de la dénutrition et de la sarcopénie. Je suis Charlotte, je suis infirmière depuis 2009. Moi j'ai fait pendant 7 ans infirmière aux urgences. Et après je me suis spécialisée dans la prise en charge de la douleur. Donc j'ai passé un diplôme universitaire à Saint-Étienne en 2017. Et depuis donc j'ai ce poste de référent douleur dans l'établissement. C'est un poste en fait transverse. Donc je peux être appelée pour faire des consultations en interne dans tous les services. Je peux passer des urgences à la maternité et me retrouver après en service de soins palliatifs fin de vie. J'anime en même temps une équipe de correspondants douleur où on met en place en fait des actions au sein de l'établissement pour améliorer la prise en charge de la douleur. Je travaille avec les HDJ ici, donc sur une équipe pluridisciplinaire avec les APA, avec diététiciennes, psychologues. Et après, moi, je suis beaucoup avec les responsables de service et la direction sur tout ce qui est protocole, procédure. Okay. Et en même temps, je suis dans l'association. Oui, voilà. La double casquette. Mais j'ai des patients panache du coup. Je suis des patients panache dans le cadre des HDJ. Spécifique ressenti, une neuropathique ou autre? Alors, dans la cancérologie, souvent, il y a la douleur nociceptive, donc la douleur qu'on a, infection inflammatoire, et puis il y a la douleur neuropathique. Et souvent, dans la cancérologie, on va parler de douleur mixte. C'est les deux, en fait, qui sont mélangés, soit par la tumeur, qui va comprimer, en fait, un nerf, soit les métastases, en fait, quand les patients ont des cancers métastatiques. Donc, généralement, on parle de douleur mixte et ils ont les deux types de douleurs, ce qui rend des fois la prise en charge encore plus complexe et spécifique. Et ça, bien peu importe. La prise en charge du patient, quoi. On adapte, en fait, parce que la douleur est quand même très particulière d'un patient à un autre.
Juste en revenant vers ces questions, du coup on avait une question sur les traitements médicamenteux. Est-ce qu'il y en a certains qui sont plus courants que d'autres? Et est-ce que aussi vous avez des approches non médicamenteuses pour contrer les douleurs? Alors, au niveau médicamenteux, ben, de toute façon, c'est très. On les connaît quasiment tous, hein, on est vite limité. Hein, on a le palier 1, palier 2, palier 3. Sur la cancérologie, on est quand même souvent sur du palier 2, voire du palier 3. Voilà, après, des fois, on fait des rotations d'opioïdes quand on voit que les patients sur la morphine, ça ne fonctionne pas. Ben, hop, on switch sur une autre molécule, mais on reste quand même quasiment sur des mêmes molécules, sauf, je vous dis, kétamine. Qu'on peut mettre, et puis après on a recours à la méthadone si besoin, en lien avec la douleur. Après en non médicamenteux, oui, on a pas mal de choses dans l'établissement. On axe beaucoup, parce que je trouve pour ma part que c'est très important de proposer aux patients une autre technique en fait. C'est vraiment un complément. Hein. Nous on est en complément, on propose les antalgiques et le patient peut recourir à des techniques non médicamenteuses. Mais c'est pas juste les techniques non médicamenteuses, ça faut être quand même au clair là-dessus. Et donc dans combiner des techniques médicamenteuses et non médicamenteuses, quelle est la place du sport et de la sophrologie pour les patients? Alors le sport c'est quasiment en première ligne pour nous. Parce qu'il faut savoir que les patients, quand ils sont douloureux, ils ont tendance en fait à tout arrêter et à arrêter notamment le sport en première intention parce qu'ils ont peur en fait que ça majeure leur douleur ou que ça aggrave leur état de santé. Donc généralement les patients ils viennent en consultation et la première chose c'est qu'ils ont tout arrêté. Donc justement c'est un lien très important, moi je suis en lien avec Manon et Robin, les APA, pour justement qu'ils voient le patient en consultation, qu'ils leur expliquent les mouvements en fait qu'ils peuvent continuer de faire, ceux au contraire qu'il faut qu'ils évitent pour éviter en fait d'aggraver, mais surtout pour qu'on les remette en fait en mouvement et en action parce qu'on sait le réel impact du sport sur la douleur. Quoi. On sait que ça permet de réduire en fait les douleurs, alors que les patients ont plutôt le message souvent inverse. Ils pensent en fait qu'ils ont des douleurs, donc on arrête et on se met au repos. Surtout sur tout ce qui est douleur du rachis. Quoi. Les patients vont tout arrêter. Alors moi je suis Manon Bonabo, je suis enseignante en activité physique adaptée. Mon métier c'est de faire pratiquer de l'activité physique adaptée aux patients. Donc c'est tout type de patients, mais dans l'association du coup ça va être des patients qui sont suivis en oncologie, avant, pendant et après traitement, et surtout et aussi des maladies métaboliques. Allez-y. Donc nous, moi j'ai une activité qui est salariée ici, donc j'encadre les patients dans la salle, donc à chaque fois c'est des créneaux d'1 heure, et aussi on a un côté bénévole où on fait des événements les week-ends, des choses comme ça, toujours pour promouvoir l'activité physique et la nutrition, mais voilà. Du coup, est-ce que vous pouvez nous parler déjà des bienfaits de l'activité physique adaptée pour les patients atteints de cancer, en règle générale? Alors, en oncologie, ce qu'on va chercher principalement sur le plan physique, ça va être d'éviter de perdre du muscle. C'est des patients qui sont en arrêt et selon le travail qu'ils font, en fait, ils vont être sédentaires, voire rester couchés parce qu'il y a des effets secondaires des traitements. Et du coup, ils perdent énormément de muscles. Et du coup, le but, c'est de stopper cette perte de muscle, maintenir, pas forcément améliorer, mais déjà de maintenir la masse musculaire. Ok. Après, il va y avoir tout un côté plutôt sur la perception du corps, etc. Et l'émotionnel, où ça permet d'être à l'extérieur, de voir d'autres personnes. Et sur le côté dépression, etc., bah, ça les aide en tout cas. Okay. Entre les différentes phases des traitements, que ce soit chimiothérapie, radiothérapie, etc., que ce soit avant, pendant ou après, est-ce que l'activité adaptée, elle doit être modifiée ou ça reste la même tout le temps du traitement? Moi, ce que je dis aux patients, c'est qu'il faut que ça reste une activité qui soit adaptée à eux. Les recommandations, elles sont les mêmes pour n'importe quelle personne en bonne santé ou avec une maladie. Les recommandations, elles sont données par l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est 2h30 d'endurance par semaine et 2 fois du renforcement musculaire. Après, ça va dépendre surtout de ce que le patient il peut faire. S'il ne peut pas faire les 2h30 mais il fait 10 minutes par jour, ben, il faut qu'il fasse. Est-ce qu'il peut y avoir des risques liés à ces activités physiques en fonction des patients ou...
pas forcément? Ça va dépendre surtout. Alors, il n'y a pas d'interdiction, on va dire. Ça va dépendre de plutôt ce qu'ils ont, s'ils ont été opérés ou pas. Sinon, ça dépend des patients, ça dépend surtout ce qu'ils aiment. Parce qu'on ne va pas obliger quelqu'un à aller marcher à l'extérieur ou à faire du vélo d'appartement si c'est pas son truc. Ouais. Il le fera pas, donc. Mais voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des types d'exercices qui sont spécifiques pour certains types de cancers ou en règle générale c'est... Non, en règle générale c'est les mêmes. Les limitations elles vont être plutôt, ce que je disais, par rapport aux chirurgies. Selon ce qu'ils ont eu comme chirurgie, on va pas pouvoir tout faire. Oui. Ok. Et est-ce que si par exemple il y a la présence d'une stomie ou s'il y a la présence d'un PAC, est-ce que ça peut limiter les mouvements qui sont effectués pendant l'activité? Oui, alors avec la pose de PAC, donc c'est la chambre implantable, pendant 1 mois, il faut qu'ils fassent attention à la mobilité au niveau des bras. Donc ils peuvent pas porter de charge lourde et en règle générale, on leur interdit de faire tout ce qui va être mouvement brusque, donc de type boxe par exemple, des choses comme ça. Sinon, moi j'ai des patients qui font de la pêche par exemple, des choses comme ça, et il n'y a pas de limitation. On leur dit de faire attention le premier mois, au moins que ça cicatrise, et après ils le font à la douleur en fait. S'ils sentent que ça tire, on fait moins. Okay. Et les stomies, pour les stomies, la problématique c'est que ça entrave un petit peu au niveau de la sangle abdominale, et on déconseille de faire un travail des abdominaux, mais on peut travailler les abdominaux par exemple avec des exercices de respiration plutôt. Donc plus doux. Okay. Et la nouvelle étude, Hans, donc le rôle, l'objectif, ton rôle et ton objectif dans l'étude. Alors, Et le type de patients qui sont inclus dans l'étude. Allô? Oui. Donc l'étude HORMS, elle a été créée pour les patients qui sont atteints de cancer de la prostate. Ces patients-là, ils ont un traitement qui s'appelle l'hormonothérapie et principalement comme effet, c'est une perte de masse musculaire. Et la problématique est qu'il y a une grosse perte de muscle et du coup une diminution de la qualité de vie généralement. Donc le but c'est de montrer un petit peu ce qu'on peut mettre en place pour faciliter leur vie, pour améliorer leur qualité de vie. Donc les patients, donc moi j'accueille les patients, je gère tout ce qui est partie physique. Allez-y. Et on relâche, bien. Donc ça va de la programmation, parce qu'en fait ils sont suivis sur 6 mois. Ils ont en gros 3 séances d'activité physique par semaine. On a 2 groupes. On a un groupe qui fait ces 3 exercices et qui suit le protocole. Et on a un groupe qui a ce qu'on appelle de l'électrostimulation. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé dans le renforcement musculaire. Et justement, ce qu'on aimerait voir, c'est si cette électrostimulation, elle améliore en fait encore plus que le renforcement musculaire, la condition de nos patients. Donc du coup, ils font le protocole de renforcement musculaire et après les séances, ils mettent l'électrostimulation. Voilà. Donc c'est 3 séances par semaine. L'électrostimulation est principalement sur le quadriceps. Donc là, on évalue la force sur le quadriceps. Ils sont suivis sur 6 mois et ils ont tous les mois des contrôles. Donc contrôle au niveau du poids. Nous, on fait des tests physiques, des questionnaires, etc. Donc, voilà. Bonjour, moi c'est Charline, je suis enseignante en activité physique adaptée comme Manon, donc pour l'association Panache. Donc on a plusieurs créneaux le lundi, le mercredi et le jeudi. Et là du coup on découvre la marche nordique qu'on fait tous les mercredis pendant 1 heure. On fait un petit échauffement juste avant et puis après on est parti sur ce petit chemin du coup le long de l'Arve et on marche environ 45-50 minutes et ça va faire 2 ans qu'on est sur ce petit cours maintenant qui est presque au complet et avec des grands adeptes à présent qui ont bien progressé aussi. On est passé de, je crois, 3 km en moyenne en début de parcours et puis maintenant on arrive à marcher à 5 km/h sans problème. Donc
Donc c'est plutôt chouette. Et l'idée du coup de la marche nordique, c'est de faire sortir aussi un petit peu du cadre hôpital et salle de sport classique et leur prouver tous les bienfaits de la marche en extérieur. Et puis surtout tous les bienfaits qu'on peut tirer d'une activité qui est assez accessible, où on se chausse juste et puis où on a une paire de bâtons. Et là, pour la plupart, ils enchaînent du coup un cours en salle et puis la marche nordique. Donc ce qui est au top pour travailler l'ensemble du corps. Et en complément de la salle, du coup, le fait d'être dehors, ça apporte vraiment des petites choses bien plus sympathiques que l'intérieur. Et puis on prouve aussi à tous et toutes qu'on peut faire de l'activité physique avec pas grand chose. Et c'est une association super qui vous donne la pêche. Je m'appelle Mélanie, je suis docteur en biomécanique, je travaille à l'hôpital où j'ai un poste clinique et de recherche où je travaille sur la sarcopénie et l'exercice physique, et en clinique je prends en charge les patients qui sont chuteurs et qui ont des troubles de la mobilité. Et il y a 2 ans, on m'a diagnostiqué un cancer du sein, pour lequel s'en est suivi le parcours classique avec 29 chimiothérapies, 33 séances de radiothérapie, la chirurgie et l'immunothérapie. Et j'ai eu la chance en fait d'être adressée à l'hôpital privé Pays de Savoie où j'ai rencontré une équipe incroyable. J'ai notamment eu la chance de tomber sur un oncologue brillant au sens de l'humain très prononcé qui m'a encouragée à redébuter l'exercice physique parce que j'étais sportive de haut niveau en gymnastique. J'avais arrêté totalement, je suis passée de 20 heures d'entraînement à rien du tout. Et le cancer a été l'occasion de reprendre le sport puisque dans mon métier, je ne suis pas sans savoir que l'exercice physique est en fait a de nombreux effets bénéfiques pour les patients atteints de cancer. Il y a plein d'évidences scientifiques, c'est largement démontré scientifiquement, tout particulièrement pendant les traitements, puisque ça permet de diminuer les effets secondaires, la tolérance au traitement, et surtout aussi pour rester bien dans sa tête et ses baskets, et puis continuer à aller de l'avant. Je pense que c'est un médicament magique qui est assez puissant pour quand on fait face à une épreuve de la vie comme celle-là. Et du coup, je ne pensais pas que j'allais le vivre personnellement. Je ne m'étais jamais imaginé qu'un jour ça m'arriverait, que j'allais pouvoir découvrir que le sport en effet allait pouvoir me permettre de vivre cette épreuve de manière incroyable. En fait, j'ai eu beaucoup de chance. Alors du coup, on se demandait quel était un petit peu votre lien avec Panache, comment est-ce que vous avez connu l'association et qu'est-ce que ça vous a apporté d'y prendre part? En fait, quand on m'a diagnostiqué et qu'on a annoncé le menu, c'est 1 année et demie, tout de suite je me suis dit qu'il fallait accepter, qu'il fallait prendre les choses comme elles étaient et puis essayer de... Pour moi, l'objectif c'était de continuer à avancer, à m'épanouir dans ma vie. Et je suis sûre que j'allais apprendre beaucoup de choses. Et je m'étais dit qu'il n'y a que le sport qui me permettrait de rester bien dans ma vie. Et j'ai eu la chance de tomber sur le docteur Cacheux qui m'a aussi encouragée à débuter le sport, recommencer le sport. Du coup, il m'a parlé de l'association Panache. Et du coup, j'ai commencé à aller à la salle. Pendant mes 1 année et demie de traitement, je suis allée à la salle Panache où j'ai fait surtout de la presse, du renforcement musculaire. Et en dehors, j'allais beaucoup marcher, faire de l'endurance. Et c'est ce qui m'a permis en fait pendant tous les traitements de continuer à travailler, à m'épanouir, à profiter de ma vie et en fait à aller bien dans ma tête et mes bases. Et donc là, le sport, il a toujours une place très importante. Comme tu nous as dit, tu as les 10 km de Genève qui arrivent. Ouais, alors je me suis fixé pas mal de défis parce que voilà, il faut que je célèbre la vie du mieux possible et j'ai la chance d'aller super bien. Du coup, je vais faire pour la première fois de ma vie, je vais courir. Donc je vais faire un 10 km au marathon de Genève, une Spartan Race. Et à la rentrée, je vais célébrer les 2 ans, enfin l'année qui suit la fin de mes traitements. Donc je m'étais dit que chaque année, je me ferais un défi si j'ai la chance d'aller bien. Du coup, là, il y aura eu 140 semaines depuis la découverte de mes traitements. Du coup, je voudrais marcher en solo, au moins 140 km, donc 150 km au mois d'octobre. Le défi précédent, je l'ai fait avec mes amis, mes collègues, mes amis. Et cette fois-ci, je voudrais le faire tout seul parce que chaque kilomètre que j'ai fait sur ces routes, là, sur ces 110 km, ça apprend beaucoup sur nous, c'est riche en fait d'enseignements et puis c'est une manière de se dire qu'on a la chance d'être là. Voilà.
C'est tout bon. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Paul, je suis ici pour le cancer de la prostate et les problèmes cardiaques. Ça fait 2 ans, ouais, j'ai commencé en même temps que Hervé. Donc ça fait 2 ans que je suis ici. Ce que ça m'a apporté, quand on vous annonce qu'on a le cancer, c'est un peu compliqué. Donc j'ai intégré le groupe, ce qui m'a permis moralement de m'en sortir. Moi je vous dis, comme je vous disais tout à l'heure, je ne raterai pas une séance. Je fais en sorte de pouvoir toujours venir. Je viens 3 fois par semaine. Mercredi, jeudi, je viens à la marche le lundi. Et moi, la marche, j'aurais pas pensé pouvoir en faire autant. Là, on est à 5 km. C'était pas grand-chose pour certains, mais pour nous, c'est important, quoi. Au niveau de l'association, tout le monde s'entend bien. On voit les coachs, les médecins, voilà, tout le monde, tout le monde est bien. Hein. Et ça, c'est super. Voilà, elle a sauté, c'est bon. Mais même ça, à la fin, pour repartir, ça peut être sympa pour la fin du truc. Demain, ah bah oui, je vais mettre sur la fin du truc à la fois que tu sautes. Ah si. Allez, très bien. C'est pas du tout Oui, ils sont sérieux, hein, Daniel. Comment? Ils sont sérieux. Hein. Ah, je sais pas. Je n'aurais jamais osé. Enfin, je pense qu'il ne faut pas avoir de regrets dans la vie de faire ce qu'on a envie de faire. C'est un peu cliché, mais, mais c'est la manière de... Chacun réagit différemment. Chez le docteur Kéchu m'a dit, bon, on va faire du sport, c'est la complète de votre vie. Enfin, mais en fonction de comment on présente les choses. Et c'est vrai qu'on a l'image du patient. Alors oui. Oh là là, ils sont plusieurs. Ils sont nombreux. Bonjour. Non, il n'y a pas assez de filles, les gars. Sortez, s'il vous plaît. Ouais, oh, ça allait bien jusqu'à présent. Là. Hop, là, il y en a trop, là. Hein. Non, mais merci pour la compagnie, c'était ça. Merci à vous d'avoir accueilli. Alors, mercredi prochain, vous venez aussi? Mercredi, on est à Lyon, malheureusement. Merci, ouais. Non, mais non, on y sera aussi. À Lyon, eh ben, on peut inviter chez toi ou non? On peut aller à Lyon.